Et voilà, Ilyes Zouarni qui est le président fondateur d'ailleurs, je crois, Oui, du tout à fait. CERMF. Est-ce que vous pouvez nous dire bonjour Ilyes, Bonjour, monsieur Ferré. est-ce que vous pouvez nous dire 3 mots de, ce qu'est le CERMF? C'est une structure que j'ai créée il y a quelques années et qui a pour but de faire la promotion de l'espace francophone, du monde francophone, qui est un espace stratégique pour nous, Français, mais également, on l'oublie souvent, pour tous les pays francophones, pour tous les peuples francophones du monde. Hein, c'est un espace stratégique pour nous, pour les Sénégalais, pour les Québécois, pour les Tunisiens, les Malgaches, etc. Donc il n'y a aucune gêne à parler de l'aspect stratégique de l'espace francophone, puisque ça nous concerne, nous tous, francophones du monde entier. Et donc c'est un organisme qui vise à faire la promotion à travers la réalisation d'études, de travaux de recherche approfondis, et notamment à travers la production de statistiques, hein, aussi bien économiques que démographiques, qui font malheureusement assez cruellement défaut, que ce soit au niveau global, francophone ou régional. Voilà. Et ce qui est d'ailleurs l'occasion, en passage, grâce à ces statistiques que nous sommes souvent les seuls à produire, de contrer une propagande anti-française qui est parfois très agressive, comme vous le savez, et qui en fait ne véhicule que des mensonges, que des idées reçues, mais qui sont tellement répétées et répétées que même malheureusement la majorité des francophones y croient. Voilà. Vous pouvez nous donner quelques exemples de ces propagandes? Pardon. Par exemple, sur le soi-disant retard de l'Afrique francophone, par exemple. Hein, vous avez une propagande très agressive depuis des années qui fait croire que l'Afrique francophone serait moins développée, qu'elle se développerait moins vite que le reste de l'Afrique, c'est-à-dire anglophone, ce qui est totalement faux. Toutes les études que j'ai montrées, les statistiques que j'ai produites démontrent très bien que la partie francophone est largement supérieure. Non seulement elle est supérieure, mais même largement supérieure au niveau de la croissance économique, au niveau de l'inflation, de l'endettement, de tous les indicateurs économiques que vous souhaitez étudier. Voilà, donc par exemple en 2024, l'Afrique francophone subsaharienne, qui est un ensemble de 22 pays francophones, a réalisé pour la 11e année consécutive les meilleures performances économiques, la taux de croissance économique le plus élevé d'Afrique, tout en étant en même temps la partie qui continue à être la moins endettée et de très loin la moins touchée par l'inflation. Voilà, donc souvent, vous savez, on prendra l'exemple peut-être d'un ou deux pays anglophones qui fonctionnent bien, en tirant une généralité, alors qu'en réalité, globalement, c'est bien l'Afrique francophone qui se développe le plus vite, qui progresse le plus vite. Voilà. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de propagande, de mensonges qui circulent à ce niveau-là. On fera une émission sur l'Afrique. Voilà, qui concerne d'ailleurs malheureusement aussi beaucoup de nos universitaires, hein, qui à force de lire des articles de propagande publiés par des organismes, par des partis anglophones, anglo-saxonnes ou autres, hein, finissent aussi par croire à ces mensonges. Tout à fait. Et puis en plus de cela, s'ajoute le fait que l'Afrique francophone est clairement et de très loin et historiquement la partie la plus stable, la plus paisible, la moins touchée par les violences, par les conflits. Regardez ce qui se passe au Soudan maintenant. Je terminerai juste sur cette petite parenthèse. Au Soudan, vous avez un conflit maintenant qui dure depuis 2 ans, qui a déjà fait en seulement 2 ans plus qu'il n'y a eu de victimes dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne ex-française depuis leur indépendance, depuis plus de 60 ans. Et c'était pareil en Éthiopie, le génocide ou presque qu'il y a eu contre les Tigrés entre fin 2020 et 2022, en 2 ans, beaucoup plus de victimes qu'il y en a eu en plus de 60 ans dans toute l'Afrique francophone ex-française. Et je peux faire la comparaison pareil avec le Sierra Leone, le Libéria et ainsi de suite. Donc voyez-vous, dire que l'Afrique francophone serait à la traîne par rapport au reste de l'Afrique, le reste de l'Afrique, c'est vraiment ne rien connaître au continent africain. On fera une émission sur l'Afrique si vous voulez bien, mais je voulais vous interroger aujourd'hui dans le cadre de notre série La France de toujours, parce que dans les convictions que les Français ont désormais, c'est que par exemple, la France n'est plus une grande puissance, n'est plus un grand pays. Et je voulais vous interroger, Ilyes, est-ce que la France est une grande puissance ou pas?
Bah, bien sûr, la France est une grande puissance. D'ailleurs, si la France n'était pas une grande puissance, qui le serait, à part les États-Unis? Donc, vous voyez, alors vous avez les États-Unis, bien évidemment, qui sont une grande puissance, qui sont clairement, et avec une avance assez importante, la grande puissance dominante. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres grandes puissances, et au premier rang desquelles la France, probablement. Je pense que la France, nous sommes au total aujourd'hui, en tenant compte de tous les critères de puissance, là, la deuxième ou troisième puissance mondiale, coude à coude avec la Chine. Je ne sais pas d'ailleurs si la Chine nous a dépassé ou non ensemble, nous disant qu'on est au coude à coude. Voilà, mais malheureusement, nous sommes dirigés par une classe politique depuis un certain nombre d'années, et surtout depuis une vingtaine d'années, et encore plus depuis une dizaine d'années, qui ne cesse donc de faire part le contraire, dirigés par des gens qui sont faibles, je dirais, faibles, lâches pour d'autres, assez peu cultivés pour d'autres, et tous globalement, de facto, volontairement ou non, je dirais assez traîtres, hélas, et qui passent leur temps à faire croire que la France est un pays faible, une puissance moyenne, cette soi-disant puissance moyenne, comme on dit, et ils le répètent tellement, aujourd'hui, hélas, une bonne partie de la population française, sinon presque toute, est convaincue de cela. Et en plus, on a même réussi à faire croire à une grande partie de la population mondiale que c'est vrai. Alors que d'autres pays qui ont, je dirais, une puissance globalement bien inférieure à la nôtre, comme la Russie, par exemple, qui, je dirais, n'a pas le quart de notre puissance au total, eh ben, elle réussit à faire croire que c'est une grande puissance bien plus forte que la nôtre, alors que c'est le contraire. Tout simplement parce qu'en Russie, vous avez des dirigeants, malgré tous leurs défauts, qu'on soit d'accord avec eux ou non, ça c'est un autre sujet, mais vous avez des dirigeants qui mènent une politique volontariste et même d'ailleurs assortie d'une très forte propagande pour faire croire que leur pays est une grande puissance. Et nous, en France, on a tout le contraire, totalement le contraire. Et donc, voilà, si on fait croire que nous sommes une puissance moyenne, c'est très dommage, parce que ça a des effets négatifs aussi, bien évidemment. À force de répéter que nous sommes une puissance moyenne, nous pourrions finir par le devenir réellement. Et ça, c'est très mauvais, c'est très dangereux. Et en parlant des critères de puissance, je disais effectivement, si on veut calculer, si on veut comparer les pays en matière de puissance, il faut étudier tous les critères de puissance, tous les attributs de la puissance. Vous savez, c'est comme dans une classe, si vous voulez comparer les élèves, qui est le premier, qui est le deuxième, le troisième, on les compare sur la moyenne de leurs notes dans toutes les matières étudiées. On ne les compare pas sur une seule des matières étudiées, ce serait ridicule, mais on fait la moyenne globale. Si on fait la moyenne globale, on regarde la position de la France en économie, au niveau militaire, la puissance militaire, au niveau technologique, au niveau du spatial, au niveau de la géographie, de l'espace géographique, notre ZEE, au niveau de notre influence culturelle et de notre influence diplomatique, et on cumule tous ces éléments-là, et ben vous verrez qu'au final, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont devant nous, et il n'y en a peut-être pas, d'ailleurs, en dehors des États-Unis. Voilà la réalité que l'on cache, d'ailleurs, pour différentes raisons, et surtout chez les atlantistes et les européistes, que l'on veut cacher aux Français, et de manière maintenant presque systématique. Voilà. On peut d'ailleurs point par point sur ces éléments de la puissance, et sur ces critères de puissance que je vais mentionner. On peut y revenir point par point si vous le souhaitez. Volontiers, mais je voulais commencer la réflexion par comment on explique que les atlantistes, par exemple, les européistes, veulent cacher ou veulent minorer la puissance de la France, et comment ça se fait que ce soit même des énarques, très souvent, qui soient les premiers à dire mais la France n'existe plus sans l'Europe, et on connaît cette rengaine. Comment vous expliquez ça? Il y a deux choses chez les énarques. Vous savez, nous avons toujours eu dans notre pays, hélas, un certain nombre de hauts responsables politiques ou d'élites qui se caractérisaient par leur faiblesse. Voilà. De faibles personnalités, des gens assez lâches. Vous savez, il suffit d'étudier l'histoire de France, hélas, on traîne ça depuis des siècles. On a toujours eu, parallèlement à des gens très courageux et très valeureux, des gens assez lâches et qui cèdent à la moindre difficulté. Malheureusement, ça fait quelques siècles que ça dure. Et puis, nous avons aussi un deuxième phénomène qui aggrave cela, c'est que depuis quelques dizaines d'années, on a toute une partie de nos élites qui ont été formées à la culture anglo-saxonne, qui ne jurent maintenant que par les universités anglo-saxonnes, américaines, britanniques. Et donc, à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner que ces gens-là aient une idée assez dévalorisée, une perception assez dévalorisée de leur propre pays, puisqu'ils sont eux-mêmes
je dirais, ils ont été eux-mêmes victimes de la propagande anglo-saxonne. Voilà. Alors, dans les critères que vous disiez, on a plusieurs critères de puissance, si j'ose dire, Oui. que vous évoquez. Il y a d'abord celui de la langue qui vous est chère. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la place du français puisqu'elle est dans le monde, puisqu'elle est perçue comme en déclin ou en régression? Alors déjà, ça me fera justement ce point revenir sur les atlantistes et les européistes qui essayent de cacher l'importance du monde francophone. Donc effectivement, l'espace francophone, qui n'est pas le seul des atouts de la France. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'accès de la puissance militaire. On est probablement, je pense, la deuxième puissance militaire mondiale, contrairement à tout ce que l'on raconte, l'on lit à droite et à gauche. Hein, en réalité, on y reviendra, parce que c'est un point qui est très important aussi. Et l'espace francophone, donc c'est un espace très important. C'est un espace qui s'étend sur 16 millions de kilomètres carrés, 16,3. Et bien, je ne prends là que les pays et territoires qui sont vraiment francophones, c'est-à-dire où l'on peut vivre en français, où l'activité économique, sociale se fait en français ou en bonne partie en français, donc en français seulement avec une autre langue partenaire locale, où toute la population est en contact quotidien à divers degrés avec le français, que ce soit pour regarder les infos, pour avoir des factures, pour avoir un extrait de naissance, pour aller sur les réseaux sociaux, etc. Et dans le final, donc là, je ne tiens pas compte, par exemple, de la partie anglophone du Canada ou de la partie flamande de la Belgique, par exemple. Donc c'est très précis. Et donc, au final, c'est 16,3 millions de kilomètres carrés, c'est 4 fois l'Union européenne tout entière, c'est près de 600 millions d'habitants. Hein, c'était 583, je crois, j'avais fait une statistique mi-2024, on est presque à 600 millions aujourd'hui. Donc on est très loin de ces fameux 300 millions dont on nous parle régulièrement, qui en fait ne tiennent compte que de ceux qui ont une assez bonne maîtrise de la langue française, etc., etc. Donc ça, c'est assez trompeur en fait sur le poids réel de la langue française, économique, sociale au niveau mondial. Et à cet ensemble de 600 millions de personnes s'ajoutent aussi quelques centaines de millions, au moins 300, 350 millions de personnes à travers le monde, en dehors de l'espace francophone, qui ont des connaissances plus ou moins importantes à divers degrés de la langue française, qui l'ont étudiée avant, qui le pratiquent ou qui le pratiquent plus aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est un espace qui est très important parce que ça permet de donner donc une influence culturelle à la France très importante, mais une influence aussi à tous les autres pays francophones du monde. C'est stratégique pour nous tous. Et c'est aussi un espace qui sert de tremplin, parfois aux valeurs que nous défendons. Là, je prends par exemple celui du niqab, de la burqa. Quand on regarde bien les pays dans le monde qui ont pris des mesures d'interdiction totale ou partielle contre le niqab, eh ben, on s'aperçoit que c'était des pays francophones à l'origine. Il y avait la France, la Belgique, puis ensuite il y a eu le Tchad, le Congo, d'autres pays africains, les pays du Maghreb ou encore le Québec en Amérique du Nord. Donc c'était des pays francophones à la base et c'est ensuite grâce à ces pays-là que ça a donné envie à d'autres pays situés à l'extérieur de l'espace francophone de joindre le mouvement et de prendre aussi des mesures d'interdiction totale ou partielle contre cette dérive, hein, ce délire qui constitue le niqab ou la burqa. Voilà, donc ça c'est un des exemples qui montre que l'espace francophone, ça sert parfois de tremplin aux valeurs et ça nous donne donc plus de force, plus de poids sur la scène internationale. Voilà. Et cet espace, donc pour revenir au français, en réalité c'est une langue qui n'a jamais été aussi parlée qu'aujourd'hui. L'espace francophone, c'est l'espace qui d'ailleurs s'étend sur 4 continents, qui connaît presque tous les fuseaux horaires grâce notamment à nos dom-tom, qu'on appelait autrefois dom-tom. Et c'est l'espace linguistique qui connaît la croissance démographique la plus forte au monde. On a une croissance d'environ 2,2% par an, devant l'espace arabophone. On a dépassé l'espace hispanophone vers 2011-2012, qui aujourd'hui compte environ 470 millions d'habitants. On a dépassé vers l'an 2000 l'Union européenne, l'ensemble de l'Union européenne au Royaume-Uni, l'ex-UE 28, qui aujourd'hui est à peu près à 520 millions d'habitants. Et on devrait dépasser le 1 milliard d'habitants vers 2060 à peu près. Donc le français n'a jamais été autant parlé, et malgré cela, les Français ne connaissent rien de l'espace francophone. Leur niveau de connaissance n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout est fait pour leur cacher l'existence même pratiquement de ce monde francophone.
Et c'est là qu'on revient aux européistes et aux atlantistes qui mènent une politique vraiment très violente, je dirais, à ce niveau-là, puisque pour eux, les atlantistes et les européistes, il faut absolument dévaloriser la France aux yeux des Français. Pour les européistes, il faut que les Français considèrent que la France est un petit pays qui ne peut rien faire seul. Donc il faut vraiment, on a besoin d'une européenne. C'est pour leur faire accepter la construction européenne. Pour les atlantistes, il ne faut pas que les Français sachent que leur pays est un grand pays, qu'il y a un grand nombre francophone avec elle aussi, parce que c'est pour leur faire accepter la vassalisation aux États-Unis. Voilà. Donc chacun a un intérêt dans cette question à cacher cela en francophone. Et on voit très bien d'ailleurs, je peux citer des exemples concrets qui montrent qu'il a vraiment une politique qui vise à éloigner, à couper le peuple français de l'espace francophone, ce qui au passage facilite ou accélère l'anglicisation de la France et du peuple français, et donc, in fine, sa vassalisation aux intérêts des anglo-saxons, en particulier des Américains, puisqu'on voit très bien le phénomène d'anglicisation massive qu'on observe depuis quelques années à outrance, qui prend des proportions inégalées, presque ailleurs, et qui étonne même et qui choque les autres francophones du monde. Pour la censure qui concerne le cachement francophone, deux exemples. Prenez l'exemple des Jeux de la francophonie qui se sont déroulés à Kinshasa en juillet-août 2023. Aucun mot dans la presse française, aucun. Il y a juste eu, je crois, un petit mot à la fin, c'était sans doute suite à un article que j'avais publié moi-même qui a fait beaucoup de bruit dans l'espace francophone. Mais donc, pendant les 2 semaines de compétition, il n'y a eu aucun mot. Aucune chaîne de télévision, aucune chaîne d'information, même française, aucune radio française, même les chaînes publiques, aucun journal, Figaro, Libération, tout ce que vous voulez, rien. En tout cas, pour ce qui est de ces médias, de la partie donc, de ces médias destinés à la population française, parce qu'il va de soi que les médias français qui sont destinés au reste du monde, comme TV5, France 24, ou la version étrangère, internationale de certains journaux, eux en parlent. Ils ne peuvent pas se permettre de cacher ça, parce que sinon, le producteur prendrait un coup. Mais pour ce qui est destiné au peuple français, là, c'était la censure totale. Aucun mot. Et quand on arrive à ce 0% soviétique, eh ben, c'est jamais le hasard. Vous savez, dans toutes les sociétés humaines, vous avez une diversité des opinions, une pluralité des opinions, des centres d'intérêt. Donc, vous avez forcément des journalistes que ça intéresse, qui voudront en parler de cet événement majeur. Et puis, vous avez même d'autres journalistes qui ne sont pas intéressés peut-être par ça, mais qui en parleront quand même, qui voudraient en parler quand même, par professionnalisme, parce que c'est un événement international qu'il faut traiter. Mais quand on arrive à ces situations-là où aucun journaliste, n'a écrit la moindre phrase sur cet événement, c'est sous 0%, un peu stalinien, soviétique, et bien ça prouve scientifiquement qu'il y a des instructions, des ordres qui viennent d'en haut, qui ne sont jamais écrits d'ailleurs, et qui empêchent la publication de ce genre d'informations, et de manière générale de parler de l'espace francophone de manière positive. Voilà. Je prends aussi 2 exemples rapidement, ça c'est regrettable d'ailleurs, c'est la grande cathédrale basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, qui est le plus grand édifice chrétien au monde. Vous le connaissez certainement comme moi, mais croyez-moi qu'aujourd'hui, vous avez près de 98 peut-être % de la population, je dirais au moins 95% de la population française, qui n'a jamais entendu parler de cela. Qui ne connaît rien de cela. Voilà. Et donc, y compris et surtout au niveau de la jeune génération, et même chez les catholiques les plus fervents, j'en ai rencontré plein, et aucun ne connaissait, n'avait jamais entendu parler de l'existence de cet énorme édifice religieux qui est le plus grand édifice chrétien catholique au monde. Voilà, c'est incroyable. Ça montre encore une fois cette volonté délibérée qui est menée au plus haut niveau, en particulier notamment par les européistes et les atlantistes, pour cacher l'existence du monde francophone aux Français, ce qui au passage affaiblit encore plus la France, puisque ça nous jette dans les bras de l'Europe et des États-Unis, et ça nous anglicise en plus. Puisque les Français, ne sachant pas que leur langue, qu'il y a moins francophone, que leur langue est une langue mondiale, eh bien, ils acceptent cette anglicisation parce qu'on croit que, voilà, l'anglais, c'est l'anglais, il n'y a que l'anglais partout. Et là, on est même à contre-courant de l'évolution mondiale récente. Parce qu'on regarde ce qui se passe dans le monde, et notamment dans les grandes puissances émergentes des BRICS, comme la Chine et la Russie. Vous avez un phénomène de désanglicisation qui commence à voir le jour depuis quelques années, qui se fait même en parallèle d'ailleurs
à celui de la dédollarisation, désanglicisation. En Chine, vous avez depuis quelques années de nombreuses universités, j'ai fait un article sur ça d'ailleurs l'année dernière, qui ont décidé de supprimer totalement tous les examens d'anglais, les tests d'anglais pour être admis à l'université ou pour avoir un diplôme, y compris des universités scientifiques prestigieuses. La ville de Shanghai en 2021 ou 2022 a décidé d'interdire les examens d'anglais pour toutes les écoles primaires de cette immense ville de plusieurs millions d'habitants. En Russie, depuis maintenant 2 ou 3 ans, l'anglais est totalement interdit d'affichage dans toutes les nouvelles stations de métro. Et à chaque fois qu'ils remplacent des panneaux existants avec l'anglais, il n'y a plus un mot d'anglais. Et il y a même des mesures d'interdiction, de suppression d'anglais de l'espace public qui ont été prises assez volontaristes récemment au Québec. Et même d'ailleurs, étonnamment, aux Pays-Bas, qui depuis 2 ou 3 ans réfléchissent sérieusement à diminuer, même radicalement d'ailleurs, le nombre de filières universitaires uniquement en anglais. Car ils se sont aperçus que ça ne servait à rien du tout. Ça faisait venir certes beaucoup d'étrangers, mais dans plus de 90% finissaient par retourner dans leur pays. Donc en fait, ça ne servait à rien du tout à la Hollande. Donc il y a un phénomène mondial qui se met en place de désanglicisation. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en France? On fait tout le contraire. On en demande encore plus. On est déjà archi-anglicisé et on en veut encore plus. Et c'est très, très, très dangereux à nos intérêts. Voilà. Sur ce point, je vais vous poser une question provocatrice, parce que beaucoup de Français qui se déclarent souverainistes ou qui se prétendent souverainistes ont une vision très négative de l'Afrique subsaharienne et du monde musulman. J'en connais beaucoup qui disent « Ah mais on n'aurait jamais dû occuper l'Algérie, on n'aurait jamais dû coloniser l'Algérie ». Beaucoup plaident pour des ruptures complètes, une fermeture complète des frontières avec l'Afrique subsaharienne, expliquant que nous sommes submergés par l'immigration et puis qu'il y a une menace islamiste, etc., une menace de submersion migratoire. Est-ce que vous pensez que la diabolisation, notamment de l'Afrique musulmane, est une opération de propagande ou de manipulation des anglo-saxons? Bien sûr, vous avez les différentes parties qui entrent en jeu. Il y a des parties, effectivement, celles que vous avez citées, qui contribuent certainement pour éloigner la France de cet ensemble stratégique pour elle, pour nous affaiblir. Et puis, vous avez d'autres qui le font par conviction. Il y a pas mal de Français qui craignent de manière légitime l'avancée de l'islamisme ou de certains mœurs, de certaines études culturelles qui sont différentes des nôtres et qui veulent protéger notre identité française. Ça se comprend parfaitement. Toujours est-il qu'au final, la perception que nous avons bien souvent aujourd'hui de l'espace arabophone, musulman ou africain, y compris chrétien d'ailleurs, est exagérément négative, parce que justement tout est fait pour ne rien nous dire de choses positives. Les grands projets, les grandes infrastructures, les groupes, les universités qui voient le jour chaque année, ça on n'en parle jamais, il faut cacher tout ça. Mais ce qui est certain en tout cas, c'est que nous en France, on a le droit, bien évidemment, de mener une politique migratoire qui soit conforme à nos intérêts, à la sécurité, pour défendre aujourd'hui, pour protéger la sécurité de nos compatriotes, pour protéger l'emploi national. Tous les pays du monde le font pratiquement, à commencer par les pays du Sud eux-mêmes. Par exemple, les pays arabes, regardez par exemple aux Émirats arabes unis. Vous savez qu'aux Émirats arabes unis, Dubaï, qui est une grande ville au monde aujourd'hui avec plein d'étrangers, ça n'empêche pas ce même pays d'avoir une politique très dure en matière de protection de l'emploi local, de l'identité nationale, etc. Donc nous avons le droit de prendre des mesures de protection de notre identité, de notre population, de notre emploi. Mais ça n'empêche pas de rester ouvert au reste du monde, et notamment à l'espace francophone. On peut par exemple très bien encourager l'immigration de travail, l'immigration d'études, pas forcément l'immigration de peuplement. D'ailleurs, les pays francophones du Sud eux-mêmes le comprendraient, puisque eux-mêmes, en général, mènent cette même politique. Comme par exemple, je cite même les pays du Sud qui sont considérés comme très ouverts, comme les Émirats arabes unis ou encore comme la Chine. Voilà. Donc, ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il faut garder cette ouverture vis-à-vis
du reste du monde, car la France est une puissance mondiale, à ce titre, elle doit parler et être ouverte à l'ensemble du monde, et en particulier à la partie francophone du monde, qui est une notion vraiment stratégique pour nous, pour nous tous francophones du monde. Et donc, il faut laisser les gens circuler, il faut laisser notamment les compétences circuler, les étudiants circuler, et parallèlement à cela, il faut surtout assurer une présence médiatique plus importante de l'espace francophone dans nos médias français et arrêter de cacher les bonnes choses qui s'y passent, les choses positives qui s'y passent, qui s'y font chaque année et qui font que les Français ont peur, et de manière exagérée, de cet espace. Voilà. Donc, il faut rester ouvert, mais sans pour autant que cela ne nous empêche de poser des limites, des restrictions aux flux migratoires, par exemple, comme le font presque tous les pays du monde. Ça, c'est un fait. Voilà. Il y a souvent des mondialistes aujourd'hui qui nous font croire que la mondialisation, c'est l'ouverture totale, etc. Ça, c'est faux. Il suffit de regarder tout ce qui se fait ailleurs dans le monde et de voir que ce n'est pas le cas. Tous les pays se protègent à l'ouverture, c'est tout à fait normal. Voilà. Comment vous expliquez que Emmanuel Macron ait choisi pour diriger la francophonie, l'espace francophone, une secrétaire générale, puisque nous avons une espèce d'organisation de la francophonie. Pourquoi Emmanuel Macron a choisi une anglophone rwandaise, pas très favorable à la présence française au Rwanda? Bon, c'est pas très bien. Bon, il y a différentes hypothèses. Hein. Bon, le Rwanda a réussi de manière totalement, comment dire, malhonnête, perverse, tout ce que vous pouvez dire, de devenir un pays, un interlocuteur considéré comme incontournable sur la scène africaine. C'est un pays qui a mis en place, qui a développé des unités militaires qui sont très compétentes, qui sont capables d'apporter de la sécurité, d'être projetés dans des pays africains où il y a des conflits locaux et des troubles sécuritaires et d'y apporter une certaine sécurité, comme par exemple au Mozambique ou bien en République centrafricaine. C'est un pays qui, au niveau des flux migratoires, s'est montré très coopérant avec les pays européens qui voudraient externaliser la gestion de leurs problèmes migratoires. Et puis c'est un pays surtout qui est très proche des anglo-saxons. C'est un pays qui jouit d'une protection féroce diplomatique de la part des anglo-saxons, qui le rend incontournable, justement. À tel point d'ailleurs qu'il faut savoir que le Rwanda, comment dire, dont on parle souvent comme étant un exemple de développement, etc., c'est pas vraiment vrai en réalité, parce que c'est un pays, il faut savoir que environ 50% des exportations rwandaises aujourd'hui proviennent de richesses qui sont pillées de la RDC voisine. C'est un exemple unique au monde. Ça existe nulle part ailleurs au monde qu'un pays vole les richesses d'un pays voisin pour les exporter à son propre compte. Et peut-être même d'ailleurs unique dans l'histoire de l'humanité, il faudrait voir. Et c'est ce cas qui est totalement hallucinant, c'est scandaleux, et bien se fait grâce à une protection féroce, diplomatique de la part des États-Unis et des Anglais, voilà. Et avec au passage de véritables drames humains au Congo, voisins que nous devrions soutenir d'ailleurs de manière plus volontariste. Voilà, et en faire un partenaire stratégique, ainsi même autre que le plus grand pays francophone du monde. Voilà. Donc effectivement, et donc pour revenir au Rwanda, cette histoire de pays développé, c'est pas vrai parce que la moitié de ces exportations viennent du Congo. Donc déjà, c'est voilà. Et puis en plus, il faut savoir qu'au Rwanda, il y a environ la moitié de la population, il y a environ 50% de la population qui n'est pas connectée au réseau électrique, qui n'a pas accès à l'électricité. Voilà. Donc en gros, alors même que c'est un tout petit pays qui fait même pas la taille de la Belgique. Voilà. Donc là, on voit bien la différence entre la propagande et la réalité. Voilà. Et comment expliquer que Macron ait choisi une ministre rwandaise anglophone pour prendre la tête du secrétariat général à la francophonie? Ça avait été considérablement décrit. J'avais été d'ailleurs premier ou presque à publier un communiqué sur le sujet, qui avait d'ailleurs beaucoup circulé dans l'espace francophone. Alors, bien, bon, vous connaissez bien évidemment le poids de l'histoire, hein, ce qui s'est passé au niveau du génocide, qui d'ailleurs, il y a beaucoup de propagande,
On accuse souvent la France d'avoir soutenu de manière indirecte le génocide, ce qui n'est pas vrai. Nous n'avons pas de responsabilité en la matière. Je vous renvoie d'ailleurs aux propos tenus par Boutros Ghali, l'ancien secrétaire général de l'ONU, qui 2 ans après avoir quitté ses fonctions avait dit que la responsabilité du génocide rwandais était à 100% américaine, 100% celle des États-Unis, aidée par les Anglais, par le Royaume-Uni. Voilà. Il faut savoir que les États-Unis sont ceux qui, dès la fin des années 80, ont financé, ont armé la rébellion Tutsi située en Ouganda et de lointaine origine rwandaise, afin qu'elle multiplie les actions terroristes, les actions violentes, meurtrières, les massacres dans le nord du Rwanda, et qu'ensuite, pendant les années de la guerre civile qui ont précédé le génocide, qui n'est pas venu comme ça d'un coup, eh ben, tout a été fait pour empêcher la paix. Donc, l'FPR de Paul Kagame, à chaque fois, ne tenait jamais ses promesses, ses engagements, et voulait toujours continuer en fait à faire la guerre, car le véritable but des États-Unis et des Anglais, c'était que Paul Kagame prenne le contrôle du pays. Ce qui explique d'ailleurs, et ça, il n'y a pratiquement personne, tout le monde l'a oublié, que les États-Unis ont empêché l'ONU, la communauté internationale, de parler officiellement de génocide au Rwanda pendant à peu près 23 jours après que la France ait utilisé ce terme à l'ONU. Bien que la France ait été la première à parler de génocide, pendant encore 23 jours environ, donc peut-être encore 300 000 personnes massacrées à peu près, les États-Unis ont interdit à l'ONU d'utiliser ce terme. Pourquoi? Parce que pour eux, il est impératif que Kagame prenne le contrôle du pays. Le génocide, pour eux, c'était secondaire. Voilà. Et puis ensuite, bien évidemment, il y a eu tout ce qui s'est passé au Congo voisin, quelques millions de morts, hélas, responsabilité directe aussi du Rwanda. Voilà. Donc, alors, bien évidemment, on a peut-être fait des erreurs, mais on est très loin d'avoir fait les erreurs qu'on nous impute. Mais là aussi, on est faible, nous sommes faibles, on se laisse, on cède face à cette propagande, on n'ose pas se défendre. Voilà. Et je pense qu'on donne beaucoup plus d'importance au régime rwandais qu'il n'en a réellement. Voilà. Mais bon, donc ça explique en tout cas en partie la décision d'Emmanuel Macron, qui, à mon avis, a été une erreur. Voilà, je pense. Bon, j'en profite pour dire que, à l'appui de cette interview, je rediffuserai dans l'article du Courrier des stratèges, support de cette interview, l'interview du lieutenant-colonel Robardet que nous avions faite l'an dernier et qui expliquait que le Rwanda était au fond la première guerre de l'ère post-soviétique que les États-Unis avaient menée contre leurs alliés. Et ils avaient choisi l'Afrique et mettre la main mise sur les richesses minières de l'Afrique de cette façon. N'oublions pas d'ailleurs que les propos de notre ancien président François Mitterrand, qui à la veille de sa mort avec l'air dit, en parlant des anglo-saxons, et surtout des États-Unis en particulier, en parlant des États-Unis, que c'était un pays à l'appétit vorace, qui nous faisait la guerre en permanence, une guerre à mort. Et effectivement, ce ne sont pas des véritables alliés. Donc, il faut toujours quand même garder une certaine distance avec les États-Unis, et plus globalement avec les pays anglo-saxons. Et d'ailleurs, quand on observe ce qui se passe dans le monde, et là aussi, ce sont des choses qui sont presque inconnues en France, hélas, malheureusement, on voit bien que si la Russie et la Chine sont peut-être des concurrents pour notre pays, des concurrents économiques, militaires, ils ne représentent pas une menace existentielle pour notre monde francophone et donc pour les intérêts de la France. Il n'essaie pas de réduire la taille du monde francophone, ce qui n'est pas le cas des anglo-saxons, des pays anglo-saxons, qui alternativement ne peuvent pas s'empêcher d'attaquer telle ou telle partie de notre espace francophone. Et donc de nuire à notre famille francophone et de nuire aux intérêts de tous les francophones du monde, français, sénégalais, ivoiriens, tout ce que vous voulez. Voilà. Je prends l'exemple rapidement, très brièvement, du Vanuatu. L'Australie, qu'on nous présente comme un allié, bon, on l'a vu encore il y a 2-3 ans avec l'histoire des sous-marins, un faux allié. Et ben, dès 1980, l'indépendance du Vanuatu, les Australiens ont envoyé leur armée là-bas pour aider les Vanuatu à se débarrasser de l'armée française. Une sorte d'intervention militaire déguisée pour chasser les Français. Dès 1980. Pourquoi oublier ça? Encore faut-il le savoir, parce que personne ne le sait malheureusement.
Au Nouveau-Brunswick, au Canada, rapidement, au Nouveau-Brunswick, au Canada. Hein, vous avez aujourd'hui une véritable guerre, si je peux dire, juridique, qui est menée contre le bilinguisme, contre les acadiens au Nouveau-Brunswick, par des courants anglo-saxons qui sont un peu comme les orangistes en Irlande du Nord, et notamment menés d'ailleurs, enfin, notamment par un ancien pasteur. Au Maroc, en 2021, en 2022, la Grande-Bretagne, l'ambassade du Royaume-Uni a publié une étude, un sondage, selon lequel les Marocains, la jeunesse marocaine, considéraient que la langue anglaise était meilleure pour son avenir, lui offrirait plus, lui permettrait au pays de se développer davantage. Bref, une étude basée sur un tissu de mensonges et qui a été massivement relayée dans la presse marocaine et publiée par le British Council. Une telle publication n'a pas pu se faire comme ça par hasard. Elle n'a pas pu se faire sans l'accord ou peut-être même sans la commande des plus hautes autorités britanniques. C'est un véritable acte de guerre contre la France et contre le monde francophone. Voilà, et en plus basé sur un tissu de mensonges, puisque ça présentait la langue anglaise comme un vecteur de dynamisme économique. Toute l'Afrique francophone, globalement, est plus développée que l'Afrique anglophone. Le Maroc a plus, avec 54 environ entreprises marocaines parmi les 500 plus grandes entreprises africaines, il y a plus d'entreprises que l'Égypte, qui est un pays anglophone, alors que le Maroc a un marché intérieur qui est 3 fois plus petit. Parce que c'est un pays qui est le deuxième investisseur en Afrique. Voilà, donc ça montre encore, c'est un exemple parmi d'autres du dynamisme économique supérieur de la partie africaine francophone du continent. Voilà. Et bien évidemment, il y a l'exemple du Rwanda. Cette agression anglo-saxonne, perçue comme telle par François Mitterrand d'ailleurs, excusez-moi, c'est un préjeu, voilà, et qui montre effectivement que les pays anglo-saxons, qu'on le veuille ou non, ne sont pas de si fidèles alliés, et c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'ils représentent même souvent une véritable menace pour nos intérêts, ce qui donc, par conséquent, doit nous pousser à maintenir une certaine distance et dans le même temps à maintenir des canaux de contact avec d'autres puissances émergentes, comme la Chine par exemple. Je veux bien qu'on fasse partie d'alliances peut-être régionales dans l'Indo-Pacifique pour contrer la progression de la Chine, mais il faut toujours veiller à ne jamais adhérer de manière totale et aveugle à ces alliances qui seraient menées par des puissances anglo-saxonnes, et toujours montrer à la Chine que même si on peut avoir des désaccords, des différends sur certains sujets, même si on peut faire une petite guerre avec eux sur certains sujets, eh ben nous serons peut-être amenés un jour à nouer des alliances stratégiques, ponctuelles ou non, avec la Chine, pour contrer d'autres puissances qui veulent dominer la planète. Voilà. Bon, écoutez, ce que je vous propose, parce que vous avez été passionnant, et en plus lorsque vous parlez des rapports complexes, c'est-à-dire que nous pouvons avoir avec le saxon, vous faites plaisir aux lecteurs du Courrier des stratèges qui sont habitués à nos positions là-dessus, très indépendantistes si j'ose dire. Ce que je vous propose, c'est qu'on consacre une prochaine émission à la question de la puissance militaire française. Alors, on va beaucoup évoquer, parce que là, on risque de la bâcler un peu compte tenu du temps qui nous est imparti. Qu'est-ce que vous proposez pour finir sur nos relations avec notre, je dirais, notre espace naturel? L'expression sera critiquée en Afrique. Qu'est-ce que vous proposez pour déminer les terrains de plus en plus minés? On a vu que notre influence au Mali, au Burkina Faso, est quand même très malmenée. On voit qu'au Tchad, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des situations difficiles. Qu'est-ce que vous proposez pour inverser la vapeur et pour pacifier nos relations avec les pays africains? Bah déjà, comme je le dis souvent dans plusieurs de mes articles, déjà il faut reprioriser, refaire du monde francophone notre priorité en matière de développement économique, c'est-à-dire en matière d'aide au développement, en matière d'investissement public, si on veut. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, notre priorité, c'est l'Europe. C'est l'Europe de l'Est. Il faut savoir que nos principaux bénéficiaires au monde, les principaux bénéficiaires de nos aides publiques au développement, c'est pas l'Afrique, c'est l'Europe de l'Est, qui reçoit 2 ou 3 fois plus que toute l'Afrique francophone chaque année. Et on peut faire, parce qu'on n'a que 3% de part de marché à peu près dans les pays d'Europe de l'Est, les pays baltes
les pays d'Europe de l'Est et orientale, hein, dans leur totalité, les 13 pays des pays baltes jusqu'à Chypre. Économiquement, on n'a aucune importance là-bas. Ces pays ont un réflexe naturel d'acheter allemand, pour des raisons historiques ou géographiques, ou chinois. Voilà. Et géopolitiquement, pareil, on peut le faire, parce que ce sont des pays qui, dans leur quasi-totalité, refusent systématiquement d'acheter des matériels militaires français, mais que américains, alors que les pays du Golfe ou d'autres puissances qui n'ont pas d'argent, elles, achètent souvent français. Voilà. Donc, il faut reprioriser l'espace francophone, ce qui nous permettrait de doubler ou de tripler notre poids financier dans l'Afrique francophone, qui d'ailleurs au passage est de mieux en mieux gérée. Hein. Cette image qui est toujours, même que volontairement d'ailleurs maintenue, comme vous le disiez, les Africains mauvais gestionnaires, etc. Ça, c'est de moins en moins vrai. Ça fait vrai dans certains pays, mais globalement, il y a beaucoup d'efforts, de progrès très importants qui ont été faits en termes de bonne gouvernance ces dernières années. Donc, ça nous permettrait d'avoir plus de poids. Ça nous permettrait aussi de dynamiser davantage notre économie, puisque vous savez que toutes les études économiques montrent bien que les échanges économiques sont toujours plus importants entre pays qui partagent la même langue qu'avec des pays qui ne partagent pas la même langue. Un exemple très simple, il y a 4 fois plus de touristes québécois chaque année qui viennent en France, proportionnellement parlant, hein, que de touristes américains. Ça, c'est le lien linguistique qui fait écart. Donc, il faut investir davantage en Afrique. Ça sera très positif pour eux, très positif pour nous. Ça nous donnera plus de poids. Ça nous fera respecter davantage en Afrique francophone. Et parallèlement à cela, comme je l'ai dit, il faut assurer une présence médiatique plus importante de l'Afrique en Europe, grâce à laquelle on parlera aussi des choses positives, pas que des choses négatives, ce qui contribuera à améliorer l'image de l'Afrique chez nous, et donc à faire baisser un petit peu, pardonnez-moi le terme, toutes les âneries que l'on prend parfois ici sur l'Afrique francophone, et qui ne plaisent pas aux Africains qui les écoutent. Voilà. Et en plus de cela, troisièmement, il faut aussi respecter un peu plus les pays francophones, les pays d'Afrique francophone, et arrêter de faire de l'ingérence, pas seulement d'ingérence culturelle ou politique, comme vous allez le faire croire, il y a beaucoup d'exagération sur le sujet. Il y a même des pays où il n'y a aucune ingérence française aujourd'hui. Si on veut parler d'ingérence, c'est plutôt d'ingérence russe ou autre. Voilà. Mais de l'ingérence, par exemple, sur les questions culturelles, sur les questions des mœurs. De la même manière que nous n'aimons pas on ne voudrait pas que des pays étrangers, et encore moins des pays du Sud, viennent nous donner des leçons en France sur la manière par laquelle il faut nous comporter dans notre vie quotidienne, comment il faut s'habiller, etc. On n'a pas à faire de l'ingérence sur ces questions-là. Il faut respecter les cultures locales. Je dirais que l'époque de l'impérialisme culturel est révolue. Hein. En tout cas, il ne faut pas exagérer. On a le droit, bien évidemment, de dire parfois ce qu'on pense, etc. Mais dans certaines proportions raisonnables. Il ne faut pas aller jusqu'à financer, comme on le fait souvent, des associations locales qui sont très mal perçues et qui ternissent considérablement notre image et plus globalement celle des Occidentaux. Voilà, donc il y a ces éléments-là. Et puis, quatrièmement, il faut aussi être plus présent au niveau de la guerre médiatique, au niveau notamment des réseaux sociaux. Donc, vous voyez ce que font d'autres puissances, surtout la Russie, c'est très violent. Ce sont des pays qui financent carrément, qui donnent de l'argent tous les jours à des gens pour inonder les réseaux sociaux de mensonges contre la France. C'est leur travail. Voilà, ils ont employé, ils sont salariés pratiquement. Eh bien, nous, côté français, on devrait peut-être faire un petit peu pareil. Alors, certains, voilà, il faut prendre l'habitude de se défendre. Quand je dis pareil, c'est pas pour dire des mensonges, mais c'est pour dire tout simplement la vérité. Après, les Africains qui regarderont sur leurs vidéos YouTube ou sur Twitter, regarderont ces vidéos, ils verront bien, ils se douteront bien que c'est des vidéos qui sont financées par la France. Mais alors, ils le verront, comme ils verront les autres vidéos, et après, à eux de voir, de se faire leur opinion. Parce que ce qui se passe jusqu'à présent, c'est que face à cette propagande très violente, russe ou d'autres pays, surtout russe, eh ben, il n'y a pratiquement rien du côté français. Donc, on laisse le champ libre total à cette propagande, et c'est cette propagande mensongère qui a abouti au coup d'État ou à ce qui s'est passé actuellement à l'AES, le fameux AES, Mali, Burkina et Niger. Et vous noterez au passage que ces 3 pays qui n'arrêtent pas de parler de souveraineté, qui dès le premier jour ont dit on peut sortir du franc CFA, que Tiani au Niger, dès le premier jour avait dit la France, le Niger est la vache à lait de la France, le franc CFA, ils vont sortir, c'est un instrument de pillage, d'exploitation. 3 ans après, ils sont toujours dans le franc CFA, ils n'ont même pas fait une demande de sortie du franc CFA.
ce qui est la preuve incontestable que tout ce qui a été dit sur le franc CFA au niveau, soi-disant, pillage, exploitation, c'est faux. Voilà. D'ailleurs, au passage, je rappelle que la Mauritanie, en 1973, a fait un coup d'État. Immédiatement après, ils ont demandé à sortir du franc CFA. En moins d'un an, ils ont été sortis. Pareil à Madagascar en 1973. Donc, si ces pays veulent en sortir, ils peuvent le faire tout de suite. Voilà. Bon, je vois que vous êtes bien remonté. Merci beaucoup, Ilyes. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve courant mai maintenant pour faire une émission sur la puissance militaire française, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur et sur lequel. J'avais déjà dit en 2016 dans un magazine de géopolitique africaine, que la France était la deuxième puissance militaire mondiale. En 2016, devant la Russie, je n'ai pas attendu la guerre en Ukraine qui a montré la réalité de la puissance militaire russe, hors nucléaire, qui par définition n'est pas utilisable, pour le dire. Voilà, on pourra en leur parler, et croyez-moi, il y a beaucoup de choses, de vérité à rétablir sur le sujet. Merci beaucoup, Ilyes, et à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci.